Ben moi, je vise le bien de tout être humain. C'est jamais suffisant. Il faut que Dieu sauve chacun. Par contre, la participation aux États généraux est effectivement, me semble-t-il, suffisante si nous prenons tous, tous les citoyens, cette participation au sérieux. Il me semble qu'il y a un espèce de fond de résilience. C'est-à-dire, vous savez, quand le chat tombe, il finit toujours par retomber sur ses pattes. Quelle que soit la manière d'ailleurs dont il tombe. Et je pense qu'il y a dans une société assez de résilience pour dire le bien, pour le voir, à une seule condition, c'est que nous participions effectivement en s'écoutant. Et je crois que l'écoute est fondamentale. Et il faut savoir de quoi on parle. Si on mélange les sujets, c'est sûr que... Je donne juste un exemple. Personnellement, je ne pense pas juste de parler de l'avortement quand on parle de loi de bioéthique. C'est une autre question. Et du coup, si on parle d'avortement, immédiatement, on arrête tout. On arrête, on bloque la discussion. Pourquoi? Mais moi, je conçois que des chercheurs veuillent chercher pour guérir et que la recherche fondamentale sur les cellules souches embryonnaires leur paraisse fondamentale parce que la cellule souche embryonnaire a quelque chose de tout à fait unique qui permettra de mieux comprendre le processus cellulaire. Et pour la recherche appliquée, il faut passer par là. Qu'est-ce que nous pouvons répondre à ça? Je pense que nous pouvons répondre si nous écoutons la finalité poursuivie. Nous pouvons arriver à mettre en lumière, il y a une éthique qui ne vient pas de l'objet matériel sur lequel porte la recherche, à savoir l'embryon ou la cellule embryonnaire, mais une éthique qui porte sur le sujet qui recherche. Et ça, je crois que c'est très important. J'ai eu l'exemple d'un chercheur avec qui j'ai parlé et je lui ai dit simplement cette chose, simplement cet argument. Est-ce que vous accepteriez de procéder à la recherche fondamentale sur un embryon porté par votre épouse? Tout il m'a dit non. Ben, je dis ben voilà, c'est simple. Soyez un homme. Vous êtes un époux quand vous êtes dans votre laboratoire de recherche. Ne l'oubliez jamais. Et il m'a répondu ah non, quand je cherche, je suis un chercheur. Et du coup, la vraie question, c'est comment être un homme quand je cherche? C'est ça la vraie question. Comment nous pouvons, nous, catholiques, aider des chercheurs à être pleinement hommes quand ils cherchent, sans subir la pression financière de ceux qui pèsent sur les épaules des chercheurs. Justement, ça c'est très important ce que vous venez de dire. La recherche, parce qu'un scientifique est fasciné par ces travaux de recherche. Alors justement, ce que vous venez de dire est très important parce que on comprend bien le fond du débat, on comprend bien qu'il faut se renseigner sur ces questions-là et les travailler. En même temps, on est dans un monde aussi où parfois les choses vont vite, où la pression médiatique, la pression financière de certains groupes ou de certains lobbies peut peser fort. Est-ce que vous ne craignez pas quand même que sur ce débat-là, on n'atteigne pas finalement le niveau auquel vous aspirez et que les choses ne soient pas aussi travaillées en profondeur pour l'ensemble de ceux qui vont participer aux États généraux? Bien sûr, c'est un sujet tellement difficile que pour que la participation aux États généraux atteigne des réflexions de fond, ça sera très difficile. Je crois qu'il faut peut-être prévenir les responsables des médias, les responsables de presse, de l'audiovisuel, pour qu'ils fassent attention, qu'il n'y ait pas des promesses de thérapie mérifiques qui n'aboutissent jamais et qui soient dites par des médias. Par exemple, il faut savoir dire vrai. Vous parliez au début de cette émission du fait qu'on était d'abord en face de souffrances individuelles. Mais Oui. dans le traitement médiatique de ces sujets, on est justement souvent sur des cas particuliers qui entraînent une sympathie, une empathie et qui peut-être ne permettent pas complètement d'aller au fond de ce qui est en jeu. On l'a vu sur l'euthanasie. Ben moi, je voudrais que quand on parle d'un sujet précis d'une seule personne qui a cette maladie-là, qu'on puisse interroger une autre personne et non pas tout focaliser. La focalisation médiatique sur un cas, me semble-t-il, est une erreur médiatique. Docteur de Catlino, vous êtes praticien, vous êtes engagé dans la défense de la vie. Est-ce que vous êtes optimiste également sur l'issue de ces états généraux et vous pensez que c'est un lieu dans lequel on va pouvoir faire avancer la réflexion? Moi, je ne suis pas si optimiste parce que je crois que beaucoup n'ont pas pris conscience du point jusqu'où on est allé. Je vais vous raconter une histoire simplement que m'a rapportée une étudiante en médecine que je connais bien, une musulmane qui s'est convertie, qui était baptisée il y a 2 ans, quelqu'un vraiment dont j'ai confiance. Elle assistait à ceci pendant qu'elle était dans un service de maternité
au staff du matin, il était donc externe à la maternité, staff du matin. Il rapporte le cas qui s'est déroulé la veille. C'était une IMG, c'est-à-dire une interruption de grossesse pour maladie. Hein. C'était un enfant qui avait un bec de lièvre. Et comme le stade de la grossesse était déjà très avancé, puisque c'est un enfant viable. Alors évidemment, l'enfant est né et a crié. Alors les gens demandent au staff, qu'est-ce que vous avez fait? Et le médecin de répondre, on a fait comme d'habitude, on l'a tué sur la paillasse. On a fait comme d'habitude, on l'a tué sur la paillasse. Et d'ajouter comme explication, de toute façon, on n'avait pas le choix, on avait promis aux parents un enfant mort. Ceci pour un bec de lièvre. Donc moi, je ne suis vraiment pas optimiste du tout de voir qu'on en est là aujourd'hui et qu'on n'en a pas conscience et qu'on veut même étouffer ce genre de cas. Et là encore, on n'est pas forcément dans des cas généralisés. Ça se fait, c'est un cas particulier, mais on a fait comme d'habitude, quand même. Hein. Alors vous évoquez, vous parliez de cette fille musulmane. Ça m'amène à poser une question, monsieur le cardinal. On dit souvent que c'est difficile le dialogue interreligieux sur un certain nombre de points. Est-ce que sur celui-là, finalement, il n'y a pas des similitudes où les musulmans, juifs, chrétiens ne portent pas les mêmes valeurs, si on peut employer ce mot? J'étais une fois à la synagogue le jour du Yom Kippour. Et le grand rabbin de Lyon a fait un sermon extraordinaire sur le respect de la vie et la fin de la vie en particulier. Et vraiment tout ce qu'il a dit, je l'aurais dit, quoi. Parce qu'elle est un don de Dieu et parce qu'on doit accompagner dans la miséricorde quelqu'un qui souffre même quand on est perdu. Vous voyez, c'est-à-dire que dans des très grandes souffrances, en fait, on est perdu. Et quand quelqu'un a déraillé ou a dérapé, on comprend pourquoi il l'a fait. On ne va pas le juger ou le condamner. Et en même temps, on dit non, ce que Dieu nous demande, c'est d'accompagner une vie avec amour jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, etc. Voyez. Donc, je dirais sur cette loi, par exemple, en disant c'est un très très grave dérapage que vous venez de donner et malheureusement, comme vous dites, il y en a beaucoup. Ou comme j'avais dit, la révolte de ce biologiste qui avait dit si maintenant on peut supprimer une petite fille parce que c'est une petite fille et qu'avec les analyses sanguines on peut se le permettre avant la 10e semaine, c'est vrai que c'est une monstruosité. Alors je dis, dites-le très fort pour que la loi enfin interdise, mette des barrières, stop, limite ces choses-là. Mais pour la fin de vie, on reste par l'analogie, si vous voulez, parce qu'on n'est pas directement dans le sujet de la bioéthique. En fait, quand la France a voté à l'unanimité cette loi en avril 2005, elle a ouvert une voie française. Et le Parlement espagnol, tout le monde pense qu'on est obligé de s'enfoncer tous dans le précipice, puisque la Belgique a fait ça, puisque la Suisse a fait ça, puisque la Hollande a fait ça. La France ne l'a pas fait. Et tout le monde pensait qu'on allait le faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Au Cortés, où ils avaient la même loi qui était en préparation, ils ont stoppé. Et ils ont dit, attendez, on n'est pas obligé de se précipiter par là parce que la France vient d'ouvrir une autre voie. Donc moi je souhaite que la France ouvre une autre voie et qu'elle dise non, je ne vais pas simplement limiter ce qui se fait en Allemagne ou si vous voulez en régime monté ou dire le nombre d'embryons qu'on aura le droit de toucher, de produire, de ceci et de cela. Je vais dire un non qui va être un non fort et je pense, alors Monseigneur Dornelas a dit tout à l'heure quelque chose sur l'indisponibilité, mais il y a un deuxième principe français qui a une certaine force par rapport à l'ensemble des pays anglo-saxons, c'est que chez nous il n'y a pas de marchandisation. Et ça appartient à la tradition française très ancienne. Et c'est hautement respectable. Et si, en nous appuyant sur indisponibilité du corps humain, quel qu'il soit, et dès son commencement, parce que c'est le Code civil de la République française. Et si on dit non à la marchandisation, on peut peut-être ouvrir une autre voie. Alors là, je rejoindrai Monseigneur Dornelas et en disant, mais que tout le monde prenne la parole, voyez, dans ces débats qu'on va avoir maintenant. Parce que peut-être que la loi va nous donner quelque chose qui aura de la santé et de la force. On ouvre une voie française dans l'exemple que vous évoquez. Madame Montfort, on n'a pas beaucoup parlé de l'Europe dans tout ça. On va beaucoup débattre, on va beaucoup travailler pour réviser la loi française sur la bioéthique de 2004. Qui devrait être votée en 2010, cette nouvelle mouture. Mais qu'en est-il de l'Europe? Est-ce qu'une directive européenne, demain, pourrait venir sur ce champ-là également